Bonjour tout le monde et bienvenue à cette vidéo qui sera consacrée exclusivement à Conjuring 2, le cas Enfield. Alors j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo en fait dans le sens que je voulais faire une critique mensuelle, voir et dire tous les films d'horreur que j'ai vus chaque mois à la fin, donc en juillet on aura une autre chronique, fin juillet je veux dire. Et mais là je sais pas, peut-être à cause de quelque chose, je voulais parler de Conjuring 2, le cas Enfield maintenant. Alors, pas en rapport avec le film, parce que franchement le film n'a rien à dire, il est vraiment très bien. C'est plutôt, il y a eu quelque chose pendant le film qui fait que je voudrais beaucoup en parler. Mais d'abord, je vais mentionner la critique de Conjuring et comme vous vous en doutez, j'ai aimé le film. En ce qui concerne Conjuring 2, le cas Enfield, on va pas se mentir. Le film est un véritable plaisir et c'est très agréable pour moi de savoir que j'ai sursauté 2 fois. Bah oui, parce que sursauter 2 fois pendant un film, c'est déjà un beau score, hein. Quand tu es habitué à connaître comment un film d'horreur fonctionne, on craint d'être facilement déçu, comme cela arrive souvent. Mais on se surprend à sursauter et c'est vraiment agréable, et je suis plus que ravi. Ben, que dire d'autre de ce film? Je pense qu'il a toute sa place dans mon top 5, largement mérité. De toute façon, il y a très peu de films qui sortent, donc de toute façon, faire un top 5 ça aurait pas été très difficile. Mais disons qu'on peut le placer haut dans la liste, ce qui est déjà pas mal. Alors j'avais mentionné The Dour avant, qu'on comparait à un mauvais film, et voilà qu'arrive Conjuring 2. On pourrait penser que c'est le genre de film qui réutilise encore une fois la même recette. Peut-être, mais alors dans ce cas, James Wan change la sauce. Et c'est là que ça fait toute la différence. Je trouve que le cas Enfield est peut-être le film le plus abouti de James Wan. Il hésite jamais tout le long du film à montrer qu'il connaît ses classiques, mais il ne se contente pas de bêtement les recopier. Non, pas du tout, il les fait comme si c'était lui qui les avait créés. Et mieux encore, il réussit à les moderniser sans aucune flip de se louper. Ainsi, la scène de début qui s'ouvre sur la très controversée affaire Amityville fait énormément penser au premier film Insidious et permet également de poser les bases sur toute l'intrigue qui vont voir le couple Warren se surpasser dans ce qui semblerait être une relecture de l'Exorciste. Mais je ne dirai pas plus de l'histoire pour ne rien gâcher la surprise. Bon, alors au début, j'ai quand même eu peur que Wan ne se contente de raconter quelque chose de très similaire au premier film. Surtout que le schéma semble au départ s'y ressembler, et on retrouve donc toutes les étapes de tension montant crescendo tout au long de l'histoire, et on retrouve justement un début d'intrigue très similaire au premier film. Bon, là je suis désolé, je vais raconter juste le début sans trop vous spoiler, je vous rassure. Le premier Conjuring lançait bien entendu les bases et présentait ses personnages sous fond de l'affaire Annabelle. 5 minutes de trouille absolue, d'autant plus qu'ils avaient réussi dans un sens à réutiliser le personnage vers la fin du film, et après on n'a plus entendu parler de cette poupée. Non, il n'y a pas de film Annabelle. Le film Annabelle n'existe pas. Du coup, quand l'affaire Amityville présente son nouveau démon, j'étais curieux de savoir sa réapparition allait être anecdotique, et en fait absolument pas, elle est vraiment brillante. Bon, bien entendu, comme le premier film, le scénario présente ses différents personnages et les premiers moments de la paranormal attitude au début, et c'est exactement le cas pour le deuxième film. Mais c'est peut-être juste comme cela que Wan réutilise la recette qui a fait le succès du premier film. Disons que le cas Enfield réussit aussi le pari de placer Patrick Wilson, Ed Warren, au second plan de l'action malgré sa grande apparition et son charisme de ouf. Le film se focalise en particulier sur la petite Janet Johnson, qui n'est pas sans rappeler la fille de Woody Harrelson de la série True Detective, et sa famille, et sur les visions terrifiantes de Lorraine. Le film prend aussi beaucoup de temps à montrer la famille dans un quotidien qu'il tente de reconstruire malgré les événements, et ça donne généralement les plus belles scènes du film. C'est surprenant de se voir passer de la peur au sourire aux lèvres en peu de temps. Attention, je dis pas le sourire à cause d'une blague qui fait rire, mais le sourire parce que c'est vraiment beau. La construction des personnages et ces scènes faisant semblant de reculer l'intrigue sont l'un des points forts de Conjuring 2, si ce n'est même le coup de maître. J'avais pas vu ça depuis les scènes de famille dans Mr. Babadook ou L'Exorciste, pour ne citer que. Pour moi, le gros coup de maître de ce film, c'est bien entendu que ça fait très longtemps que j'avais pas vu des protagonistes dépassés par les événements, qui se remettent régulièrement en question sur leur utilité et sur leur force pour combattre les forces du mal, en se demandant vraiment si leur crédibilité l'emporte. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'affaire Enfield a fait couler beaucoup d'encre dans les médias, et cette polémique est l'une des trames principales du film. Dans les films de possession ou de maisons hantées, rien ne vient remettre en cause le paranormal des événements qui se déroulent à l'écran. Le spectateur sachant que si une cuvette... Exemple pourri. Alors qu'ici on peut quand même supposer, malgré ce qu'on voit dans les images et les jumpscares qu'on subit à la tronche, que tout ceci n'est qu'un canular et que c'est la mise en scène qui se moque de nous. Bon, dit comme ça semble logique. Après tout, le but du cinéma, c'est de te faire croire que c'est réel alors que c'est pas censé être vrai, non? Cette hypothèse, elle peut se faire avec les personnages de la parapsychologue. Oui, j'avais expliqué que j'allais un petit peu détailler. Cette parapsychologue, elle est sceptique quant au phénomène décrit. C'est pas le personnage classique, refusant de croire aux phénomènes surnaturels et cherchant désespérément une explication rationnelle pour les expliquer, quitte à tomber à son dos dans l'irrationnel. Pour l'instant, ça va, vous suivez, y a pas trop de problème.
Non, pas du tout. En fait, ce personnage est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et réussit justement à faire douter les Warren de ce qu'ils affrontent réellement. Le film met donc plus en avant l'affaire Enfield du point de vue de la famille que de ceux qui soutiennent sans que les personnages principaux n'aient vraiment choisi leur camp. Généralement, ils se diraient moi j'y crois et je vais vous le prouver. Conjuring 2 réussit donc à faire peur. Et je veux parler de la dernière chose à propos de ce film. C'est l'utilisation très bien pensée du jumpscare et de ses moments de terreur. Ce n'est plus un spectacle à sensation forte, mais bien esthétique de cinéma que Wan nous présente. Avec ses nombreux plans séquences et son jeu de lumière très expressionniste, une approche plus électrisante de ce que l'on a l'habitude de voir, finalement le film ne compte pas uniquement que sur ses jumpscares, très peu au final si on compare à de nombreux films, mais compte aussi sur son ambiance et surtout son silence. Parce que oui d'accord, la composition de Joseph Bichara, qui incarne sûrement l'un des démons dans ce film, comme ça a été le cas dans Insidious, premier du nom et deuxième du nom, franchement, hormis sa composition, ça fait très très longtemps que j'avais pas entendu le silence d'un film d'horreur. Y a pas cette musique qui vient te casser les oreilles quand tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et je trouve ça vraiment bien, quoi. Ça fait du bien. Mais ce qui m'a plu au film aussi, c'est l'idée de filmer comme un film d'époque des années 70 en réutilisant la frayeur moderne, ce qui donne un sacré contraste à l'aspect du film. Surtout, il y a ce refus de faire parler la réalité. James Wan se moque complètement de la mention basée d'une histoire vraie et ne reprend que les grandes lignes de l'affaire pour faire avant tout une toute autre histoire qui fonctionne du tonnerre. En voulant faire de son film une pure fiction, il réussit à placer son film dans une réalité plus qu'angoissante. Voilà, je vais donc terminer avec Conjuring 2. Et si j'ai voulu faire cette vidéo, ce n'était pas que pour parler du film en fait. Je voulais aussi traiter d'un phénomène de société assez méprisable et dont malheureusement Conjuring 2 en avait vite les frais. J'ai donc rédigé quelques notes, comme une sorte de lettre ouverte, à propos de ce phénomène qui prend de l'ampleur chaque jour et qui peut très vite menacer l'exploitation des films d'horreur en salle. Je parle bien entendu des gros relous que l'on peut croiser dans les salles. Alors j'ai beaucoup hésité à parler de ce passage dans la vidéo, je me suis dit que j'avais pas de temps à perdre avec ça, que je voulais juste me concentrer sur Conjuring 2. Mais j'ai changé d'avis, j'ai envie d'en parler parce que la séance fut à la fois catastrophique et à la fois calme. Je pensais que la séance serait calme mais finalement elle a assez dégénéré et je commence à en avoir ras-le-bol donc je décide de pousser un petit coup de gueule. Et voilà, je vais donc tâcher de lire cette lettre ouverte que j'ai rédigée devant vous et ça fera pas grand chose mais voilà, j'ai juste envie de pousser un coup de gueule, c'est tout. On le sait, au départ il fallait une bonne raison pour que les spectateurs se comportent comme ça et ça passait généralement dans les films à scandale comme Funny Games, Irréversible ou The Green Elephant lors de son unique projection. Mais là le phénomène choc a pris une toute autre apparence. Ce n'est plus hurler sur le film ou vomir sa haine, c'est juste saouler et gonfler les gens tout simplement. Alors je veux bien comprendre que ce soit normal qu'on crie quand on a peur ou qu'on rigole ou qu'on fait un petit commentaire et tout du genre ah moi je m'y attendais pas et que sur le coup c'est vrai que c'est flippant mais enfin là il faut quand même pas pousser les limites non plus hein. Je te rassure tout de suite, faire allumer ton portable, prendre des photos ou mettre le flash à fond ne va pas faire fuir le monstre, bien au contraire. Sur ce j'en étais où? Il y a mon portable qui vibre depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Comment dire? Et ce problème de relou, ça semble lourd, justement. Mais là, on commence à viser un grave problème, et cela a commencé avec Sinister en 2012. En fait, suite à l'échec de Trouille de Paranormal Activity 4, il y a eu pas mal de soucis. Les gens ont commencé à même se battre ou chier sur les sièges de cinéma pour exprimer leur colère sur le film, et d'autres tout simplement voulu faire peur durant la projection. Mais ça a très très vite dégénéré. Et le premier film à avoir subi ça, c'est bien entendu Sinister. Il en a donc fait les frais et les distributeurs ont commencé à prendre des précautions avec les films d'horreur. Et en fait, on va pas se mentir, la méthode Bloom, je pense, n'arrange pas du tout les choses. En servant la même recette, en ne visant que des teenage movies, ça n'arrange pas les choses. Et les vrais films d'horreur sont pour la plupart du temps jugés exécrables pour ce genre de spectateurs. Personnellement, quand je suis allé voir The Visit, It Follows, The Neon Demon ou Only God Forgives, même si ça n'a rien à voir, j'ai sans doute assisté aux pires séances de ma vie. L'une d'elles a même fini sur une bagarre.
En fait, je crois que les seules séances où j'ai été dans le calme, c'était Maniac. Et le premier American Nightmare. Mais en même temps, quand on y va à 9h30 du matin, forcément, on va croiser personne, on sera tout seul dans la salle. D'accord, au moins avec ce genre de public, on peut dire que le film fait effet et qu'on peut continuer les daubes qui ne font pas peur, puisque le public a peur et crache sur des œuvres contemplatives. Là, c'est The Witch qui en a fait les frais. Regardez les notes sur Allociné, c'est hallucinant. Avec l'arrivée d'Annabelle, la solution a été vite d'envisager de diffuser les films en version originale pour essayer de faire fuir les relous. C'est devenu une nécessité. Et maintenant, voilà, tous les films d'horreur commencent à prendre cher. Conjuring 2 est donc inexploité dans les salles UGC, pour ceux qui cherchent encore, et on découvre que plein de cinémas ne disposent pas assez de sécurité. Et là, on pense à l'association Promouvoir, qui va sans doute bien se régaler. L'association Promouvoir, c'est celle qui a retiré le visa d'exploitation de La vie d'Adèle, de Antichrist, de Nymphomaniac, ou encore pire, qui a failli passer par les 8 salopards. Heureusement, le visa d'exploitation a été conservé, Tarantino ayant eu un sacré alibi. Si j'explique le souci de Conjuring dans ses notes et de son exploitation, c'est bien entendu parce que les distributeurs commencent à avoir peur, et que si on continue comme ça, les films d'horreur sont bientôt privés de cinéma, et le genre sera vainement condamné à mourir de cette manière. Aujourd'hui, plus de 70% des films d'horreur produits dans une année dans le monde ne sortent qu'en DVD ou en téléchargement sur internet. Et dans les 30%, certains ne sortent même pas chez nous en France. Conjuring 2 était très attendu. Et c'est triste de dire qu'il aura même pas la chance d'être vu par plein de gens, parce que là, oui, la peur, elle est vraie. Mais la peur, elle commence à dépasser la fiction, parce que les gens vont avoir peur de diffuser ce genre de film. Les gens vont avoir peur d'aller au cinéma pour assister à ce genre de film. Le jour où vous tomberez sur une séance comme cela, dites-vous que si on ne réagit pas, ce seront tous les films d'horreur qui seront touchés, et qu'après cela, ça pourrait être la comédie ou les films d'action. N'oubliez pas, si vous connaissez le film Pattaya, il a connu également le même sort, et pourtant c'est un film comique. Les distributeurs ne feront pas d'amalgame et se diront que si le film possède le genre d'un film d'horreur, il n'aura pas de traitement de faveur. Si j'ai écrit ça, si je vous le dis, c'est parce que vraiment, je dis, faut faire quelque chose. Sauvons le cinéma d'horreur, mes amis. Si vous voulez vraiment profiter de Conjuring 2, pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est allez-y le matin. Allez-y le matin ou allez-y dans une petite salle d'auteur. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que la critique sur Conjuring vous aura plu. Je parle pas de ce coup de gueule, mais j'espère juste que la critique vous aura plu. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce rouge si vous voulez, ou vous pouvez vous abonner ou partager votre avis. Et je vais tâcher de vous faire cette chronique sur le torture porn maintenant parce que j'ai un peu de retard. Allez, bonne journée à vous, bonne continuation et allez voir des films. Allez, salut.